Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'organisme Alter Justice sur le casier judiciaire, emploi, bénévolat et pardon dans le cadre de la Foire de l'emploi 2021, cette belle édition numérique à cause de la COVID encore une fois. Donc merci beaucoup de votre participation. Vous allez voir que la conférence d'aujourd'hui va durer à peu près 45-50 minutes. Je vais peut-être déborder jusqu'à 60 minutes. Mais si durant la présentation vous avez des questions et que je n'y réponds pas puisqu'on n'a pas d'interaction, puisqu'elle est enregistrée à l'avance, n'hésitez pas à nous écrire au info@alterjustice.org. Sinon, par les réseaux sociaux ou à nous appeler au 88 522 43 43. Et nouvellement, on est rendu avec un numéro sans frais. Vous nous appelez à l'extérieur de la région au 1833 522 43 43. Et ça va nous faire un plaisir à moi et à mon équipe de vous répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, la présentation va se faire en quelques étapes. Donc, je vais vous présenter qui est Alter Justice et qui je suis moi. Parce que là, vous avez un visage, vous n'avez pas encore de nom. C'est quoi un casier judiciaire? Euh, les impacts là, du casier judiciaire en emploi et bénévolat. Donc, ça a des impacts très frappants. Et la présentation d'aujourd'hui va vous permettre d'en comprendre un petit peu plus. On va parler des clientèles vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le casier judiciaire avec les emplois et bénévolats dans ces milieux-là peut causer comme problème? La suspension, donc la fameuse demande de pardon, et les autres procédures. Là, il y a la petite période de questions qui malheureusement n'aura pas lieu aujourd'hui, mais comme je vous dis, vous pouvez toujours nous écrire ou nous appeler, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Donc en premier lieu, Alter Justice, c'est qui ça? En fait, nous, on est un groupe d'aide et d'information aux personnes touchées par la judiciarisation criminelle. Grosso modo, c'est les personnes qui ont eu des antécédents judiciaires ou les proches de personnes qui ont des antécédents judiciaires. Donc, on se spécialise en deux volets. Donc, le premier, c'est au niveau de la détention québécoise, donc les prisons au provincial, les sentences de moins de 2 ans, et les casiers judiciaires, donc les personnes qui ont des infractions criminelles, qui ont été reconnues coupables, mais qui n'ont pas nécessairement fait de prison, mais peuvent en avoir fait aussi. Donc, je vais commencer avant de poursuivre sur Alter Justice. Présentez-moi. Donc, mon nom est Daniel Poulin-Galland. Je suis le directeur général de Alter Justice. Je suis aussi criminologue. Donc, ça a l'air bien gros comme titre, là. Mais grosso modo, c'est un travailleur social spécialisé en délinquance et en criminalité. Il faut être membre d'un ordre professionnel pour pouvoir professer en tant que criminologue. Donc, c'est pour ça que je peux utiliser le terme criminologue. Mais vous pouvez oublier ça rendu là. Alter Justice, on est un organisme communautaire sans but lucratif qui a été fondé en 1977 par la communauté de Québec pour aider les personnes incarcérées à la prison de Saint-Ville. Donc à l'époque, ça s'appelait le groupe de défense des droits des détenus de Québec, mais en 2011, on a changé le nom pour Alter Justice puisqu'on a diversifié nos activités, diversifié nos programmes d'intervention. Donc, pour refléter un petit peu plus qu'est-ce qu'on faisait, donc Alter Justice pour faire autrement la justice et donner accès aux personnes. On est financé par le gouvernement du Québec, donc par le SAQEC, donc le Secrétariat à l'action communautaire, qui finance notre volet défense des droits, et par Centraide, Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Je vous dirais que c'est super le fun d'avoir tout ce financement-là. Ça nous permet d'avoir un impact national, donc d'avoir un impact partout au Québec. Donc nous, on aide les personnes qui soient à Québec, dans Chaudière-Appalaches, à Montréal, Coudjouac, on va les aider. Ça nous arrive même d'aider des personnes de d'autres provinces parce que des services comme les nôtres, il n'y en a pas beaucoup en français au Canada. Tous nos services d'aide sont gratuits. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants, mais tout ce que je vais vous parler, là, c'est gratuit pour les gens. Notre intervention se sépare là, en 3 grands volets, si vous voulez. 4 pour être plus précis, là, mais on va parler des 3 plus importants. Donc, le premier, c'est le service info. Donc, le service info, c'est notre ligne téléphonique, c'est notre réponse sur les réseaux sociaux, sur les courriels aussi, sur le casier judiciaire, les impacts, les recours, aussi sur le milieu correctionnel, donc les prisons, les droits et les recours en cas de non-respect de ces droits fondamentaux. Là. Donc, les personnes, par exemple, en détention peuvent nous appeler à notre ligne sans frais, le 1833 522 4343. C'est encore nouveau d'aujourd'hui, donc un petit problème à le dire d'un coup rapide. Donc, les personnes incarcérées peuvent nous appeler et, par exemple, je sais pas moi, mon agent ne veut pas me permettre là, de remplir ma documentation pour ma libération conditionnelle, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, nous, on prend cette situation-là. OK, donc voici
telle information pour la situation. Donc, on est en mesure de l'aider et référer aux besoins vers le protecteur du citoyen. Le service pardon, donc c'est pour la suspension du casier judiciaire, la fameuse demande de pardon. On aide les personnes du début, donc on calcule l'admissibilité des personnes jusqu'à la fin, quand la personne l'a. Donc on fait de l'accompagnement tout au long du processus pour les formulaires, pour les questions qui peuvent survenir, de voir les petits défis ou les petits twists qu'il pourrait y avoir dans la demande individuelle de la personne. Et on est en mesure d'aider au complet. Dans le service pardon, on embarque aussi le service waiver, donc c'est pour passer aux États-Unis. C'est une espèce de laisser-passer quand on a des antécédents judiciaires parce que les douaniers des États-Unis ne voudraient pas nous laisser passer. On fait de la sensibilisation, de la recherche. Dans cette optique-là, on publie une revue 3 fois par année qui s'appelle le bulletin AGI, qui met en lumière plusieurs situations au niveau de la justice, la criminalité, la réinsertion sociale. Puis comme là, actuellement, cette année, on avait le racisme avec l'appareil de justice, la santé mentale aussi. Donc, c'est super intéressant. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à Alter Justice pour avoir accès au bulletin AGI et de cette façon-là, pouvoir en savoir plus sur la justice, sur la criminalité, sur la réinsertion sociale et sur la prison, bien évidemment, par toutes nos plateformes. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi le casier judiciaire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, une petite définition du casier judiciaire d'Éducalois. Donc, le casier judiciaire décrit des informations conservées par les personnes ayant été reconnues coupables d'une infraction criminelle. Les informations sont conservées dans une base de données informatisée qui est gérée par la Gendarmerie royale du Canada, la GRC. Donc, le casier judiciaire, ça comprend la liste des accusations et des condamnations d'une personne, son âge, son sexe, sa description physique, ou du moins avec les détails un peu plus crunchy, par exemple, est-ce que la personne a un tatouage, est-ce que la personne lui manque un membre, elle a-tu des cheveux particulièrement frisés, par exemple. Les empreintes digitales, bien évidemment, et toute autre information jugée pertinente. Donc, qui peut avoir un casier judiciaire? Premièrement, pour pouvoir avoir un casier judiciaire d'ordre général, il faut avoir 18 ans et plus, donc être adulte. Il y a quelques exceptions pour les infractions assez graves que des adolescentes ou des adolescents vont être jugés aux adultes et avoir un casier judiciaire. Mais, règle générale, il s'agit uniquement de personnes à plus de 18 ans. Bien évidemment, pour avoir des antécédents judiciaires, il faut avoir commis une infraction criminelle et ça te fait pogner. Donc, si on a commis une infraction criminelle mais qu'on ne s'est jamais fait pogner, il est fort parier qu'on n'a pas de casier judiciaire. Ce que ça contient, comme je vous disais, les informations sur la personne, ses empreintes digitales, les infractions criminelles et souvent la sentence qui est reliée. Ce que ça implique, c'est que c'est géré par la GRC, donc comme je vous disais, la Gendarmerie royale du Canada. Donc, le casier judiciaire, c'est pan-canadien. Que vous ayez commis une infraction criminelle en Colombie-Britannique ou au Québec, tout ça va être colligé à la même place si les choses ont bien été faites. Le casier judiciaire, ça disparaît pas après 10 ans, ça disparaît pas après 20 ans. Ça disparaît quand on atteint 125 ans. Autant dire qu'on est rendu mort et enterré, puis que le casier judiciaire existe encore. Et c'est super important de déjà faire la distinction là-dessus. La demande de pardon, ça ne supprime pas un casier judiciaire, ça la rend confidentielle. Donc déjà, si vous savez ça, vous partez avec une longueur d'avance sur la plupart des gens, parce que le monde pense souvent que ça disparaît ou qu'un casier fait supprimer complètement le casier. Non, le pardon ne fait pas ça, ça le rend confidentiel. On va y revenir en masse là-dessus durant la présentation. Inquiétez-vous pas, ça va être très clair. Avant de poursuivre sur le casier judiciaire, puis le pardon et tout ça, donc je vais vous parler des sentences. Souvent, les sentences, on a l'impression que c'est des sentences de prison, puis à part ça, c'est juste des taper ses doigts puis tout ça. Mais dans les faits, tout ça, ce sont des sentences, donc des punitions infligées ou imposées par le tribunal de justice criminelle. Donc, travaux communautaires, amende, absolution, probation, détention et non-responsabilité. Donc, travaux, il y a deux types de travaux lorsqu'on est reconnu coupable. Il y a les travaux communautaires. Les travaux communautaires, c'est de faire des travaux pour un organisme communautaire, pour la ville, etc., imposés par le tribunal.
Donc, ces travaux-là doivent être faits dans un délai de temps et faire quelque chose, nombre X d'heures. Donc, par exemple, vous avez 6 mois pour faire 125 heures de travaux communautaires et vous envoie au bureau pour les travaux communautaires, puis eux vont s'occuper de trouver un organisme qui pourrait vous intéresser et être intéressé à vous avoir. Il y a les travaux compensatoires. Travaux compensatoires communautaires, ça ressemble beaucoup, puis dans les faits, c'est la même chose. La seule différence, c'est que pour pouvoir faire des travaux compensatoires, on doit vouloir compenser le fait qu'on ne peut pas payer une amende que le tribunal nous a donnée. Donc, par exemple, je suis en situation d'itinérance, j'ai pas d'argent pour payer l'amende de 150$ que j'ai eue parce que le policier ne m'aimait pas puis il me donnait un ticket de flanage. Donc, je peux faire des travaux compensatoires pour compenser le fait que je ne peux pas payer. À noter que c'est pas tout le monde qui peut se prémunir de ça, puis il faut vraiment démontrer qu'on n'a pas la capacité de payer pour pouvoir faire des travaux compensatoires. Une amende, ben, j'ai pas besoin de faire un gros dessin, je pense que tout le monde sait c'est quoi une amende. Donc, c'est un montant d'argent qui est demandé par le tribunal d'être payé. Donc, 100$, 500, 1500, comme à peu près maintenant c'est rendu pour la conduite avec les facultés affaiblies, donc avoir pété la balloune, 1500$, c'est pas mal ça les amendes. Les absolutions, qu'est-ce que c'est? Donc, on entend beaucoup ce mot-là, puis souvent, c'est comme un peu méconnu. Puis, tu sais, grosso modo, une absolution, c'est un peu une tape sur les doigts de la part du tribunal. Pourquoi? Parce qu'une absolution, qu'elle soit avec ou sans condition, donc conditionnelle ou inconditionnelle, c'est une reconnaissance de culpabilité. Donc, on est reconnu coupable d'une infraction criminelle. Donc, qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là? C'est un casier judiciaire. Par contre, c'est un casier judiciaire temporaire. Temporaire de 1 an pour l'absolution inconditionnelle. Donc, cette absolution-là, ben dans le fond, on n'a pas de sentence à proprement parler pour maintenir l'ordre, donc de ne pas recommettre d'autres crimes ou de ne pas troubler l'ordre public pendant 1 an. Après 1 an, le casier disparaît par lui-même. Ça laisse des traces, par contre, dans les cours de justice puis dans les polices, les postes de police, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau des absolutions conditionnelles, c'est encore une fois un casier judiciaire temporaire, mais de 3 ans cette fois-ci. Pourquoi 3 ans? Parce qu'elle a des conditions. Puis la condition peut aller jusqu'à 3 ans de probation, donc de surveillance, après avoir été reconnu coupable. Donc ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans, mais pour pouvoir être débarrassé de son casier judiciaire pour absolution sous condition, c'est 3 ans. Une probation, donc je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Une probation, c'est de devoir respecter des conditions à la place d'être sentencé, par exemple, à faire de la prison, payer une amende. La probation est souvent accompagnée des autres sentences, soit dit en passant. Là. Donc, c'est par exemple de ne pas consommer d'alcool, de ne pas consommer de drogue, ne pas se trouver dans un lieu débit de boisson, par exemple, ne pas être en contact avec des personnes qui ont des casiers judiciaires, etc. La détention, il y en a plusieurs. On va s'attarder là, sur les principales. Donc, la détention provinciale, donc les sentences de moins de 2 ans. Les détentions en pénitencier, donc les sentences de plus de 2 ans. Donc, ça, c'est pour les grosses infractions. Là. La détention à la maison, ce qu'on appelle le sursis. Donc, c'est enfermé 24 heures sur 24 chez soi. C'est pas si rose que ça non plus, là, parce qu'il y a quelqu'un qui peut appeler ou venir nous visiter à toute heure du jour ou de la nuit. Donc, par exemple, je connais quelqu'un qui a dû faire un sursis à la maison, était enceinte comme pas possible. Puis les agents de probation l'appelaient là, à toute heure du jour et de la nuit. Puis elle, en plus, elle se réveillait pas du tout. Là. Fait qu'elle a failli aller en dedans parce qu'elle s'est pas réveillée. Parce que quand elle est enceinte, elle se réveille pas. C'est comme une morte la nuit. Donc, ça peut toujours amener quelques petites complications. Il y a aussi les types de détention qu'on appelle en attente de procès. Donc, préventive. Donc, ça, c'est en attente de procès. On est incarcéré à la prison parce que c'est trop dangereux qu'on s'enfuit ou qu'on commette d'autres infractions criminelles. Je vous dirais que dans les faits, la plupart des personnes qui sont en détention préventive ne sont pas un danger pour la société, mais bien c'est comme rendu une norme d'incarcérer avant le procès. Puis des fois, les personnes sont incarcérées pendant 6 mois, 1 an, puis au final, ne sont même pas déclarées coupables devant le tribunal, faute de preuves, la plainte est rejetée, etc. Des fois, il y a des gens qui font de la prison pour rien. Et la non-responsabilité, là, c'est ce qu'on parle, la non-responsabilité pour troubles mentaux.
Donc, c'est quand une personne a un trouble de santé mentale diagnostiqué qui peut être déclarée non responsable criminellement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas reconnue coupable de son infraction criminelle. Elle est reconnue coupable, mais qu'elle est non criminellement responsable. Donc, voici un peu ce qui entoure les sentences. J'espère que j'ai été clair. Si j'ai pas été clair ou vous avez besoin de plus d'informations, je vous le rappelle, contactez-nous chez Alter Justice, ça va nous faire plaisir de vous donner l'info que vous voulez. Emploi et bénévolat, des impacts frappants. Donc, autant au niveau de l'emploi qu'au niveau du bénévolat, les impacts du casier judiciaire peuvent se ressentir. Là, je vais mettre plus l'accent sur l'employabilité, donc pour trouver des jobs. Par contre, tout ce que je vais vous dire s'applique aussi, généralement, au bénévolat. Donc, on parle qu'en moyenne, nous, à peu près 2 employeurs sur 3 qui effectuent des vérifications d'antécédents judiciaires. Je vous dirais que probablement que dans les dernières années, ça a un petit peu augmenté encore cette statistique-là. Donc, selon les derniers chiffres qu'on a eus, puis ça date quand même de au moins 2016 ces chiffres-là, donc ils seraient dû être un peu recheckés, mais il n'y a pas beaucoup d'organismes qui se posent la question, là, mais bon, c'est 7% des personnes qui ont un casier judiciaire qui sont automatiquement rejetées. Et un autre 10% seraient nettement désavantagés en embauche ou juste quand ils vont porter leur CV chez un futur employeur. Ça fait quand même 17% des gens qui ont gros risque de ne pas travailler à cause d'antécédents judiciaires. Puis, soit disant passant, un antécédent judiciaire, c'est clair que ça peut être un meurtre, comme on s'imagine, mais c'est aussi la conduite avec les facultés affaiblies, la garde de véhicules avec les facultés affaiblies, un vol de 5$ de chocolat dans un magasin s'il y a une poursuite. C'est des cas que j'ai déjà rencontrés dans ma pratique. C'est sûr que ça peut... Le casier judiciaire, ça crée vraiment des répercussions et des problèmes qui peuvent être engendrés là, qui peuvent vraiment créer des problèmes au niveau de l'emploi, surtout pour la réputation de l'employé, avec les collègues, peuvent empêcher une personne de travailler. Puis c'est sûr que se sentir toujours un peu avec une épée de Damoclès par-dessus la tête à cause des antécédents, mais ça aide pas à favoriser l'intégration d'une personne dans l'emploi, puis son estime de soi. Donc, les antécédents, comme je vous disais, il y a beaucoup de vérifications qui sont faites par les employeurs. Est-ce qu'on doit mentir ou on doit être honnête avec ces antécédents judiciaires? Je pense que la réponse s'amène par elle-même un peu. C'est toujours préférable d'être honnête en emploi. Parce qu'il y a une espèce de devoir de loyauté. Donc, si en entrevue, on se posait avec vous des antécédents judiciaires ou sur un formulaire, puis qu'on en a, mais qu'on répond non, et que l'employeur ou le futur employeur fait la vérification par la suite, et que, oh oui, il y a quelque chose finalement, mais c'est un bris de confiance avec l'employeur, donc c'est une raison, selon la loi, suffisante pour mettre fin au lien d'emploi, même si la personne est super compétente et l'aime vraiment beaucoup, juste le fait qu'elle a menti sur ses conditions peut faire en sorte que la personne peut être renvoyée. Donc c'est toujours préférable d'être honnête et d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, j'ai une conduite les facultés affaiblies dans mon dossier. Ben écoutez, c'était un party de Noël dans mon ancienne job. Je pensais que j'avais 2 coupes de vin, c'était correct, mais finalement c'était pas correct. Donc je me suis fait pogner puis je me suis fait reconnaître coupable de conduite avec les facultés affaiblies. Par exemple, je prends un autre exemple que j'ai rencontré. La personne était dans une situation, un moment de sa vie, une passe vraiment pas facile. Elle a consommé de l'alcool et de la drogue, puis s'est ramassée à faire des petits crimes ici et là parce qu'elle était trop gelée. Puis elle a fait des voies de fait, des petits vols dans la rue, puis tout ça, elle a eu des antécédents judiciaires. Et tout ça s'est passé en à peu près 8 mois. Ben, ce casier judiciaire l'a quand même suivi très longtemps. Non seulement ça peut causer des problèmes en embauche, mais certaines compagnies qui sont un petit peu plus, je voudrais touchées là-dessus, là, qui font plus de vérifications. Bien évidemment, tout ce qui est déplacement hors du pays, c'est très très difficile de pouvoir entrer. Parce qu'une personne qui a des antécédents judiciaires, mettons, j'ai plusieurs antécédents judiciaires de voies de fait. Moi, je me suis battu quand j'étais jeune beaucoup dans les bars parce que j'étais con puis j'étais sourd. Ben, de pouvoir passer aux États-Unis avec, mettons, 4, 5, 6 accusations et reconnaissance de culpabilité là, de voies de fait, ben, ça fait en sorte que les douaniers des États-Unis, probablement, ne voudront pas me laisser passer. Fait que là, moi, je chauffe un camion avec du stock dedans pour envoyer, pour que ma compagnie puisse vendre son stock aux États-Unis.
ben là, je peux pas passer aux États-Unis avec le stock, fait que ça met mon entreprise un peu dans le caca. Là. Fait que, à cause de ça, ben, il y a plusieurs employeurs qui n'embaucheront pas. Euh, là, puisqu'on parle des États-Unis, mais toutes les compagnies états-uniennes, je vous dirais que même si au Québec, on a des lois pour protéger, au Canada aussi, là, pour protéger les travailleurs et travailleuses avec des antécédents judiciaires, les compagnies s'en foutent un peu. Donc, ils vont faire beaucoup de discrimination sur les antécédents judiciaires parce qu'aux États-Unis, c'est normal, c'est une norme. Je veux dire, aux États-Unis, les personnes qui n'ont pas fini de purger leur sentence, même le paiement d'amende, dans certains États, n'ont même pas le droit de voter lors des élections. Donc, ils s'en foutent un peu, les compagnies états-uniennes. Il y a des recours qui sont possibles, je vais y arriver plus tard, mais ça arrive régulièrement. Puis ça, je l'ai entendu assez souvent, je vous dirais. Puis au niveau des assurances des compagnies, ben, là encore, une fois, il y a des compagnies d'assurance qui refusent d'embaucher, pas d'embaucher, mais d'assurer la compagnie à cause qu'une personne a X antécédents judiciaires dans son dossier. On voit surtout ça plus là, au niveau, là, par exemple, des transports. Si la personne a beaucoup de conduite avec les facultés affaiblies, mais qu'elle a encore son permis de conduire, passe aux États-Unis, puis tout ça. Au niveau des études, les antécédents judiciaires vont aussi causer des problèmes, notamment au niveau des stages. Donc, là, je parle d'ordre général, là, je pense que c'est dans 99,9% des cas. Les programmes d'études n'empêcheront pas une personne de faire ses études parce qu'elle a des antécédents judiciaires. De toute façon, ils ne vérifient pas. À part si quelqu'un vient de me prouver le contraire, là, mais à date, toutes les questions que j'ai posées, ils ne vérifient pas. Mais au stage, ça, c'est une autre chose. Tu sais, chez Alter Justice, nous, on est tous des intervenants ou presque. Là. Donc, on fait une vérification, par exemple, des antécédents judiciaires de nos stagiaires parce qu'on a à aller en prison, par exemple, pour offrir des services. Si le stagiaire ou la stagiaire a des antécédents judiciaires, elle ne pourra pas entrer en contact avec la clientèle en détention à cause des règles de l'endroit. Même chose, par exemple, pour les CIUS, les CIS. Tout ce qui est institutionnel, généralement, ils vont faire une vérification des antécédents, surtout, par exemple, au milieu de l'intervention, donc travail social, éducation spécialisée, criminologie, etc. Parce qu'on est souvent des membres de nos autres professionnels et on ne peut pas. Puis en plus, face aux clientèles vulnérables, donc, généralement, ils n'acceptent pas les antécédents judiciaires. Puis, c'est sûr et certain que, bon, ben, des permis, là, c'est pas tout à fait dans les études, mais des permis, par exemple, ça fait 5 fois que je me suis pogné à péter la balloune parce que j'ai bu en conduisant. Ben, j'aurais pas mon permis de conduire, donc ça peut causer bien des problèmes avec le travail, là. Puis les droits, par exemple, les permis de chasse aussi, permis de port d'armes, etc. Donc, quelqu'un qui a des infractions avec violence, de facto, se fait enlever son permis de port d'armes pendant 10, 20, 30 ans à vie. J'en ai vu plusieurs chasseurs qui avaient des infractions, sont toutes mineures, se sont vus refuser 20 ans leur permis de port d'armes. Je vous dirais qu'ils n'étaient pas très très contents. Puis il y a certains milieux, en particulier en emploi, qui sont plus sélectifs sur quelles personnes, quel genre d'antécédents judiciaires ils veulent pas avoir. Et je vais vous aborder ensuite de ça les clientèles vulnérables. Qu'est-ce que c'est? Qui ça implique? On va revenir là-dessus en commençant par les sélectifs. Donc, les milieux plus sélectifs, c'est au niveau de la sécurité. Donc, autant informatique, donc par exemple, travailler chez Desjardins en sécurité informatique, of course, avec des antécédents judiciaires, ils vont y penser 2 fois, surtout si on a été reconnu coupable de fraude ou d'extorsion, parce qu'il y a des données très très sensibles là-dessus. Donc, ils refusent d'embaucher généralement ce genre d'antécédents judiciaires, les personnes qui ont ce genre d'antécédents judiciaires-là. Et les agences de sécurité, par exemple Garda, ben, vu qu'il y a encore une fois, c'est la sécurité qui est importante, puis que pour avoir son permis d'agent de sécurité, il ne faut pas avoir d'antécédent judiciaire, ben, ils n'embaucheront pas une personne qui n'a pas son permis d'agent de sécurité, bien évidemment. Au niveau des finances, les groupes financiers, les banques et en immobilier vont faire des vérifications d'antécédents judiciaires. Premièrement, déjà, ils font beaucoup de vérifications pour les faillites et tout ça. Mais là, ils vont vérifier aussi les antécédents. Encore une fois, la fraude, les vols, l'extorsion, tout ça. Donc, tous ces antécédents judiciaires-là ont vraiment moins de chances, mais vraiment, vraiment beaucoup moins de chances de pouvoir se placer là-dedans. Donc, idéalement, c'est de faire une demande de pardon avant d'y aller. En enseignement, que ce soit primaire, secondaire, c'est presque impossible avec des antécédents judiciaires de pouvoir entrer dans ces milieux-là. Pourquoi? C'est des clientèles qui sont considérées comme vulnérables et à risque. Notamment lorsqu'une personne a été reconnue coupable de, par exemple,
des infractions de trafic de drogue ou trafic de stupéfiants, production de stupéfiants et tout ça. Dans une école secondaire, c'est un peu étrange de faire rentrer une personne selon les milieux d'enseignement. Puis post-secondaire, mais il y a toujours des vérifications qui sont faites aussi dans les établissements post-secondaires, collège, donc cégep et université. C'est de plus en plus c'est fait. Donc, dans tous les organismes publics aussi, donc on parle de gouvernement, il y a beaucoup de vérifications qui sont faites. Donc, par exemple, je sais qu'au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice, ces deux organes-là du gouvernement, dès qu'on relève d'un de ces deux ministères-là, on ne peut pas avoir aucun antécédent judiciaire. Il y a peut-être quelques exceptions, là, mais dans en général, c'est non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des données sensibles qui sont classées sécurité plus, là. Donc, vu que les personnes qui travaillent pour ces ministères-là aussi ont accès à des informations, ont accès à des dossiers de personnes, ben, il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, de contact, là, entre guillemets, louche avec la criminalité, par exemple, puis pouvoir avoir des informations de façon privilégiée. L'armée est beaucoup moins sévère maintenant avec les antécédents judiciaires, mais c'est quand même quelque chose, là, dépendamment de c'est quoi les infractions. Je voudrais qu'il n'y ait plus non plus aujourd'hui avec les infractions de nature sexuelle. C'est pour ça que la plupart des infractions de nature comme ça sont plus gérées par le tribunal de l'armée, mais bien par le tribunal criminel, surtout avec tous les scandales qu'il y a eu dans les dernières années. Santé, services sociaux, hôpitaux, CHSLD, on oublie ça avec des antécédents judiciaires, c'est presque impossible de rentrer. C'est pas possible, là. Il y a du monde qui ont défié les statistiques, là. J'étais très étonné aussi, mais généralement, c'est très très difficile, c'est presque impossible. Puis dans le privé, ben, c'est sûr que, là, encore une fois, les compagnies états-uniennes ont le palmarès là-dedans. Les commerces, dans le privé, ça arrive souvent, là, surtout si la personne a des infractions pour vol, parce qu'elles sont dans un job à voler dans la caisse ou des produits, les taxis, pour faire une vérification d'antécédents judiciaires qui est faite. Donc, une personne qui a des antécédents pour faire du taxi, c'est non. Et les directions aussi de grandes chaînes, par exemple, ou d'organismes communautaires, par exemple, généralement, les antécédents judiciaires ne sont pas acceptés pour ce genre de poste. En ce qui concerne les clientèles vulnérables, donc on parle avant toute chose de l'enfance, tout ce qui a rapport aux enfants. Donc école, CPE, garderie, service de garde aussi. Pourquoi? Parce qu'au Canada et au Québec, il y a des lois qui font en sorte qu'on veut protéger les enfants des personnes qui ont des infractions relatives, dans le fond, à la violence et les infractions sexuelles. Donc, que ce soit, peu importe c'est quoi l'infraction de nature sexuelle, que ce soit sur des enfants, des adultes, que ce soit des attouchements ou de la pornographie sur le web, ou de la violence, donc c'est des voies de fait, des menaces, etc. On ne veut pas pour protéger les enfants. Idem pour les aînés, donc CHSLD, résidences privées, hôpitaux, c'est très difficile de pouvoir entrer dans ces milieux-là. Je vous dirais dans le privé, c'est toujours un peu plus facile, mais généralement dans le public, là, on oublie ça. De plus en plus, cette description-là de clientèle vulnérable, donc qui était généralement les enfants et les personnes âgées, ça s'en va vers les personnes handicapées, donc qui ont un handicap physique ou mental, donc les retards mentaux embarquent aussi dans cette catégorie-là. Donc, par exemple, travailler en CLSC ou dans certaines résidences, ça peut être problématique au niveau de la santé mentale et, encore une fois, la déficience intellectuelle, vu que les personnes sont considérées comme vulnérables, ils commencent déjà à être incluses dans les lois. Ça va être beaucoup plus difficile de travailler dans ces milieux-là, même pour faire, dans le fond, être concierge, par exemple, faire du ménage, ou être intervenant, travailleur, etc. Puis au niveau des lois, ben, comme je vous disais, il y a des protections qui existent, mais il y a aussi il y a comme certains milieux qui sont obligés de faire des vérifications. Puis ça, c'est dans les lois. Fait que si, par exemple, j'ai commis 3 voies de fait sur mes enfants, puis que je vais travailler dans une garderie, fort est à parier que je vais me faire refuser. Puis là-dessus, malheureusement, vu que c'est directement lié à l'emploi, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Puis, même chose pour les vérifications d'empêchement. Donc, ça, les vérifications d'empêchement, c'est une petite twist québécoise pour permettre de bypasser le pardon. Donc, le pardon n'est pas une solution miracle, c'est pas une panacée, là. Il y a quand même quelques petites
twists qui existent pour le bypasser, dont les demandes d'empêchement. Les demandes d'empêchement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet d'aller voir toutes les arrestations ou les infractions qui ont été reconnues à une personne pour les clientèles vulnérables. Techniquement, c'est seulement les infractions qui sont relatives au milieu, puis il faut bien, dans le formulaire, il faut le spécifier. Puis ça permet en fait à l'employeur de savoir si la personne est apte ou pas à travailler avec le milieu. Je vous dirais que techniquement, c'est seulement certaines infractions avec un certain délai, mais force est d'admettre que dans les cas que j'ai rencontrés d'empêchement, tout sort. Tout sort. Des fois, même des choses qu'on n'a pas été reconnues coupables. Je pense par exemple à un monsieur qu'on a rencontré dans notre pratique, mes intervenants puis moi, qui lui avait été soupçonné d'avoir enlevé, agressé et tué Cédrica Provencher parce qu'il habitait dans sa rue. Bon, le monsieur a été disculpé assez rapidement, mais encore aujourd'hui, c'est quasiment 20 ans plus tard, ça apparaît encore dans les vérifications d'empêchement. Donc, dans ce cas-là, c'est un cas assez extrême, mais c'est des choses qui arrivent. Il y a des choses à faire, là, mais pour vous expliquer que ça peut quand même aller assez loin. Les recours, donc, il n'y a pas beaucoup de recours lorsqu'on est discriminé en emploi à cause de ses antécédents judiciaires, mais il y a quelques trucs. Donc, au niveau de la loi, qu'est-ce que la loi prévoit? Donc, c'est l'article 18.2 de la Charte québécoise des droits et libertés. Il dit que nul ne peut pénaliser ou refuser d'embaucher une personne du seul fait, et c'est très important, qu'elle a des antécédents judiciaires si ceux-ci n'ont aucun lien avec l'emploi ou si elle a obtenu le pardon. Donc, le du seul fait que est super important dans cette phrase-là, parce que si, par exemple, on dit que je fais pas l'affaire, j'ai des antécédents judiciaires, mais je fais pas l'affaire parce qu'il y a quelqu'un de plus compétent, ben, la loi peut pas me protéger parce qu'il y a quelqu'un de plus compétent. Fait qu'il faut vraiment que ce soit la seule raison qui fait en sorte qu'on n'ait pas embauché ces antécédents judiciaires. Donc, un peu difficile à prouver des fois. Il y a de l'aide, par contre, qui existe pour les personnes là, qui sont soit discriminées ou qui ont de la difficulté à trouver un emploi. Donc, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut prendre les plaintes des personnes judiciarisées qui se sont fait discriminer directement en emploi à cause de leurs antécédents. C'est sûr que c'est un processus qui est long, un peu fatigant aussi. Par contre, ça permet soit de faire de la jurisprudence, donc de faire des précédents dans la société, puis ça permet des fois aussi d'avoir des réparations. La CNESST peut aussi aider, donc les normes du travail peuvent aussi aider, mais seulement pour les personnes que ça fait au moins 2 ans qu'ils sont en emploi. Donc par exemple, chez Alter Justice, moi ça fait 5 ans que je suis là, mettons que demain je me fais accuser de conduite avec les facultés affaiblies, puis que mon conseil d'administration décide de me renvoyer. Ben, il ne pourrait pas, parce que si mettons, ça n'a aucun rapport avec l'emploi. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans, donc plus que 2 ans, la CNESST pourrait me donner un coup de main pour faire respecter mes droits là-dedans. Puis ben, c'est sûr et certain que les syndicats, si vous êtes syndiqué dans le milieu, il faut en aviser ses représentants syndicaux, puis leur demander de l'aide parce qu'ils sont là pour nous défendre en tant que syndiqués. Comme je disais, attention, c'est pas pour rien que c'est en rouge puis un gros point d'exclamation, il y a des limites. Donc la commission de droits de la personne, l'enquête c'est long, il y a des ententes possibles aussi avant la fin du processus. La CNSST, encore une fois, je vous disais, c'était 2 ans, les enquêtes c'est long, ça peut être très difficile pour le moral. Le syndicat, ben, il doit vouloir vous aider. Et dans tous les cas, c'est difficile, très très difficile à prouver qu'on a été discriminé à cause de nos antécédents judiciaires. C'est pas comme si par exemple la personne qui ne veut pas nous embaucher une raison raciste, par exemple parce que je suis arabe, parce que je suis homosexuel, parce que je suis musulman ou parce que je suis chrétien, mettons. Non, ça c'est facile à prouver. Ou juste le soupçon de, c'est suffisant pour pouvoir faire une plainte. Mais au niveau des antécédents judiciaires, c'est tellement difficile que les employeurs sont pas stupides non plus. Par contre, je sais qu'au niveau de la commission de droits de la personne, pour connaître quelques personnes qui travaillent là, ils sont vraiment très très bons pour enquêter. Ça vaut la peine de se plaindre et d'aller plus loin. On va embarquer sur le prochain sujet. Je vais prendre juste une petite gorgée de thé parce que je commence à avoir soif. On va parler de la suspension du casier judiciaire ou ce qu'on appelle la demande de pardon. Vous allez voir, là, ça a l'air bien compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Puis pourquoi est-ce que l'image, c'est des classeurs? Vous allez comprendre. Donc la suspension du casier judiciaire, ça permet qu'il soit gardé à l'écart
les casiers judiciaires d'une personne qui a été, dans le fond, ça a été déclaré coupable et tout ça, mais ça permet de les mettre à l'écart. La suspension permet de retirer et de rendre tout ça confidentiel du centre d'information de la police canadienne, ou ce qu'on appelle le CIPC, là. Et ça permet d'accéder à de meilleurs emplois parce que on ne retrouve plus les traces, sauf exception que je vous parlais tantôt. On permet d'aller plus loin dans son parcours scolaire et de réintégrer finalement la société. Puis je vous dirais que la dernière là, phrase que je viens de dire, c'est vraiment le plus important. Réintégrer la société, c'est vraiment de permettre le step final de sa réhabilitation sociale. Donc, avant de poursuivre plus, l'image, vous avez vu le classeur. Maintenant, imaginez-en deux classeurs. Un beige, puis un rouge. Puis ça, c'est la meilleure image que j'ai eue pour expliquer c'est quoi la demande de pardon. Donc, quand une personne a ses antécédents judiciaires actifs, son dossier est dans le classeur rouge. Donc lui, il est rouge, tout le monde le voit de loin, il flash, il y a une lumière dessus en plus. Tu sais, je vais ni regarder, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit criminel canadien, tout ce qui est justement criminel est de nature publique. Donc, moi, je peux savoir ce que mon voisin a comme dans ses antécédents judiciaires, je peux savoir ce que ma mère a là, je peux savoir ce que le voisin à 3 km de chez nous, c'est plus rendu un voisin, c'est quelqu'un d'autre, là, mais a dans ses antécédents judiciaires tant que j'ai les bonnes informations. La demande de pardon, ce que ça fait, c'est que ça prend le dossier du classeur rouge avec la lumière, on le ferme, on rouvre l'autre classeur à côté qui est beige, qui est plate, puis qui est bien interne dans le fond d'un couloir, et on barre avec le dossier à l'intérieur. Cette petite clé-là, il y a seulement certaines personnes qui l'ont, genre les ministres de la Justice, les juges s'y en ont besoin, les avocats s'y en ont besoin. Donc, c'est pas tant de monde qui ont accès, puis il faut avoir une bonne raison pour y avoir accès. Ce classeur-là, personne n'y touche ou presque pas. Donc c'est ça que ça fait la suspension du casier judiciaire, la demande de pardon, c'est que ça rend confidentiel, ça met à l'écart les antécédents. Pourquoi ça va dire une suspension? C'est que si on se refait pogner, mettons j'ai mon pardon, ça fait 10 ans, je me fais repogner à péter la balloune après un party de Noël parce que bon, j'aime ça le vin, ben, nouvelle accusation criminelle, reconnaissance de culpabilité, hop, mon dossier qui était dans le classeur beige retourne dans le rouge, puis là tout le monde, c'est free for all, tout le monde peut lire ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça qu'on dit de faire attention une fois qu'on a son pardon, parce que c'est pas quelque chose qui disparaît, c'est suspendu, ça peut toujours revenir, mais je vous dirais que 96% des personnes qui ont obtenu un pardon depuis les années 70, il est toujours actif. Donc, la plupart des gens, ça fonctionne. Puis je vous dirais que les statistiques de toute façon de réhabilitation sociale sont extrêmement bonnes au Québec. Là, on parle d'en haut de 85%. Là. Donc, quand on pense, quand les médias nous rapportent que les criminels ils récidivent tout, puis il y a juste de la récidive criminelle tout le temps, c'est pas vrai. Il y a une surexposition dans le fond de la récidive criminelle, alors que dans les faits, la plupart des gens ne recommenceront pas, ou ça va prendre beaucoup trop de temps entre les deux infractions pour faire vraiment de dire qu'une personne a une carrière criminelle. J'ai assez de parler de trucs criminologiques, on va parler de la demande de pardon. Donc l'admissibilité pour une demande de pardon, c'est 5 ou 10 ans après la fin de la sentence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, mettons, je me fais reconnaître coupable en 2010, j'ai une probation de 3 ans puis une amende à payer. J'ai fait ma probation, j'ai payé mon amende, puis c'était 5 ans d'attente. C'était en 2018. C'est 10 ans d'attente. Hop, c'est en 2023. Mais si j'ai jamais payé mon amende, mon 5 ou 10 ans commence pas tant et aussi longtemps que j'ai pas payé la dernière scène de mon amende. Donc, il y a des personnes que c'est allé très très loin. Là. Je pense à une personne, par exemple, qui avait quand même, je voudrais un bon 10 000 $ d'amende, là, parce qu'elle a fait quand même beaucoup de trucs. Puis elle était en attente de paiement. Elle ne pas en attente de paiement, mais en entente de paiement. Puis elle a étalé ses paiements sur 10 ans, parce que c'était beaucoup trop élevé. Donc, son 5 ans commençait après le 10 ans de paiement de ses amendes. Donc là, elle se ramassait, là, je vous dirais quasiment 20 ans plus tard, après la fin de sa dernière sentence qui a été donnée. Non pas de sa carrière criminelle, mais bien dernière sentence, qui montait quand même à presque 25 ans. Bon, des fois, ça paraît assez loin. Je vous rassure déjà, les personnes qui ont
qui ont commis des infractions sexuelles sur mineurs ne sont pas admissibles à la demande de pardon, sauf quelques petites exceptions qui sont tellement rares que je pense que je l'ai vu 2 fois en 5 ans. Euh, mais ça arrive pas, là. Fait que de dire que la demande de pardon, ça va permettre à tous les pédophiles de pouvoir rôder puis agresser les enfants, c'est pas vrai. On oublie ça, puis de toute façon, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont de gros stéréotypes et préjugés qui, dans les faits, dans la réalité, ne sont pas vrais. Les coûts de la demande de pardon, généralement, on parle de 850 à 900 dollars pour la démarche en entier. Pourquoi? Dans le fond, la démarche, même si Alter Justice offre son service gratuitement, il y a des coûts à chacune des étapes ou presque. Donc, on parle de, la première étape, une centaine de dollars. En cours de route, ça tourne aux alentours de 40 à 150. Puis à la fin, avec les modifications qu'il y a eu au coût depuis 2010, là, c'est rendu 660 dollars quasiment. Donc, c'est à partir de 50 pièces en 2010, 150, 631, 645, 658 dollars pour être à peu près exact. Là. Je pense que c'est 657 et 77. Mettons 660, on est clair. Donc, c'est quand même une démarche qui est coûteuse. Puis malheureusement, on n'a pas encore trouvé là, d'organisation ou de soutien financier pour les personnes qui veulent faire une demande de pardon. Donc, généralement, il faut soit mettre ça sur la carte de crédit ou demander à ses proches de nous prêter des sous. Les délais d'attente sont les délais de la démarche sont de 6 mois. Donc, du début quand la personne nous contacte puis qui est admissible jusqu'à temps qu'on envoie la démarche, avec la personne, c'est 6 mois. Donc, tout ça, c'est des démarches administratives, c'est de la paperasse, c'est d'aller contacter tel, aller voir tel, puis tout ça, puis écrire certaines choses, puis remplir des formulaires. Donc, à peu près 6 mois. Puis une fois que c'est envoyé, dépendamment de si c'était 5 ou 10 ans d'attente, c'est 6 ou 12 mois de délai de réponse de la commission à la fin. Soit dit en passant, c'est la commission des libérations conditionnelles du Canada qui évalue la demande. Donc 6 à 12 mois, ça fait donc, on parle de 12 à 18 mois au total pour la démarche de pardon. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois, puis il n'y a aucune façon d'accélérer ça. Le 6 mois, on peut l'accélérer, tout dépendant si ça va bien ou pas, mais le 6 ou 12 mois, puis c'est pas 6 à 12 mois, c'est 6 ou 12 mois, il n'y a aucune façon d'accélérer. Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah oui, c'est facile, tu vas ta demande de pardon dans 3 mois », il y a une erreur, c'est trop beau pour être vrai. Donc, c'est impossible. Quelqu'un dit c'est 500$ puis tout est fait, c'est impossible. 500$, c'est ses coûts pour aider à faire la demande. Puis à part ça, il va avoir au moins le 660 à payer. Donc, faites attention à ce que vous entendez sur Internet ou à la radio. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue l'admissibilité d'une personne. Donc, si elle l'est, donc oui ou non, et quand elle le sera, si elle n'est pas toute déjà admissible. Donc, ça nous permet de voir, mettons, qu'une personne est admissible en juillet 2021. Mais nous, on fait habituellement commencer 6 mois à l'avance pour qu'à la date, la commission ait dans ses mains le papier et dise « Ok, on commence l'évaluation le plus tôt possible ». Notre aide, nous, là, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, elle est gratuite. Donc, nous, on ne charge pas, là, on est un organisme sans but lucratif et communautaire. On est en défense des droits, on est là pour aider les personnes avec des antécédents judiciaires à faire leur demande de pardon et à régler leurs problèmes. Par contre, les personnes qui sont contentes de notre aide peuvent nous faire un don. Puis nous, à partir de 20$, on peut émettre un reçu d'impôt pour charité. Donc c'est une bonne action, puis en plus on peut le mettre sur les impôts. C'est comme le fun. Et les gens peuvent devenir membres aussi de l'organisme, parce qu'on est un organisme communautaire. On se base sur nos membres pour notre force. Donc, être membre, c'est d'avoir accès à nos communications, à notre bulletin AJ. Ça donne aussi le droit de vote et de donner son opinion aux assemblées générales et donner, dans le fond, des bonnes idées, parce qu'il y a des bonnes idées, il y en a tout le temps. Puis une personne qui est judiciarisée n'est pas plus folle qu'une autre. Elle a sûrement de très bonnes idées et on s'attend à avoir du feedback comme ça. On aime bien ça, je peux dire. L'accompagnement pour la demande de pardon, nous, là, on fait ça habituellement en 3 rencontres. Fait que, tu sais, vous n'avez pas le temps de vous tanner de nous voir la face. Il y a plusieurs étapes, mais on met ça en 3 rencontres d'ordre général pour que ce soit plus fluide, ça aille mieux, parce que tout va ensemble de toute façon. Nous, on fait un suivi de dossier aussi une fois que la personne a reçu son pardon pour vérifier que tout est bien rendu confidentiel partout. Et ce qui est important, c'est qu'on ne pousse pas dans le derrière de personne. On y va au rythme des gens, on écoute activement,
On répond aux questions, puis si on voit que ça va pas, puis qu'il y a quelque chose qui va pas, puis des situations qui arrivent, là, on s'entend, dans la vie, ben on n'est pas là pour faire du cash de toute façon avec le monde. Fait qu'on est là pour écouter, respecter le rythme des personnes, puis les accompagner au fur et à mesure. Donc ça, c'est notre engagement. Hey, on arrive déjà aux modifications sur le casier judiciaire. La loi sur le casier judiciaire, en fait, euh, je vous apprends pas que le cannabis est rendu légalisé maintenant, depuis 2019. Donc, dans cette optique-là, vu que la possession simple de cannabis n'est plus illégale, ben, le gouvernement fédéral a créé en fait une procédure qui s'appelle le pardon accéléré. Donc, ça permet aux personnes qui ont uniquement des possessions simples de cannabis et ou de hashish, parce que le hashish c'est de la résine de cannabis, d'avoir un pardon accéléré qui ne coûte rien pour l'évaluation. Donc, les documents à aller chercher avant, il y a des frais malheureusement, mais le 660$, on le paye pas. Déjà ça, c'est quand même pas pire. Et je rappelle, c'est uniquement pour la possession simple. Donc, si vous n'êtes pas certain, mettons que ça vous concerne ou que ça concerne quelqu'un que vous connaissez, vous n'êtes pas certain, contactez-nous, on va vérifier ça, ces antécédents judiciaires-là, puis on va vous dire si oui ou non vous pouvez faire cette demande-là. Ça se peut que vous deviez faire une demande de pardon régulière. Je vous dirais que pas mal 70% des personnes qui pensent qu'ils ont juste une possession simple de cannabis, qui ont autre chose aussi, mais tu sais, les 30% qui restent, ben c'est peut-être vous. Donc, n'hésitez pas. Puis, si je peux continuer avec une autre modification à la loi sur le casier judiciaire qu'il y a eu, c'est la rétroactivité de la loi où les personnes qui ont été condamnées avant les modifications de loi étaient aussi soumises à la nouvelle loi. Donc, il y a eu quelques personnes qui ont trouvé que ça n'avait pas de bon sens et qui ont bien fait en Colombie-Britannique et en Ontario. Et la Cour leur a donné raison en disant que c'était inconstitutionnel. Donc, en Colombie-Britannique et en Ontario, pendant quelques années, là, près de 3 ans, les personnes qui avaient été condamnées avant 2012 étaient soumises aux lois de la demande de pardon de l'époque, qui étaient beaucoup moins restrictives. Au Québec, ça s'est fait l'année passée. Et là, ben, en fait, la Cour supérieure du Canada a décidé que là, ça marche plus. Il faut que ça soit à la grandeur du Canada au complet. On va arrêter de faire payer des frais aux contribuables parce que de toute façon, ça va être partout pareil. Il y a trop de précédents. Donc là, partout au Canada, si une personne, sa dernière infraction, donc pas la reconnaissance de culpabilité, mais son infraction a été faite avant 2010, il n'y a pas de limitation sur quelle infraction elle peut avoir ou pas le pardon. Donc elle peut demander le pardon. Après ça, c'est la cour qui vous décide, pas la cour, mais la commission qui décide si oui ou non la personne va l'avoir. Mais elle peut demander, c'est son droit de demander un pardon pour ses infractions avant 2010. En 2010 et 2012, il y a quelques petits twists qu'il y a, qui est un petit peu compliqué puis que je ne prendrai pas le temps de vous expliquer parce que c'est trop compliqué. Mais il y a encore plus de personnes, il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent être admissibles à la demande de pardon si la dernière accusation a été faite. Donc la dernière infraction a été faite en 2010 et 2012, mars 2012, mettons. Puis après mars 2012, ben là, malheureusement, si on a commis une infraction criminelle, on est soumis aux lois, puis aux délais, et aux coûts que je vous parlais. Nos autres services, hey, ça passe vite, ça fait je sais pas combien de temps, mais écoutez, ça va bien. Donc, oh. Donc, nous, ce qu'on peut faire comme service pour aider les personnes aussi, la non-communication. Qu'est-ce que c'est la non-communication? Des renseignements contenus au registre et relevés informatisés en matière criminelle. Donc ça, grosso modo, c'est si il y a un arrêt de procédure, un acquittement, un rejet ou retrait d'accusation, un mandat de maintien de la paix, le 810 qu'on appelle les absolutions, la non-responsabilité pour troubles mentaux, c'est possible de rendre confidentielles ces informations-là. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont eu des accusations, que ça a été rejeté et tout ça, mais ça laisse des traces, ça. Ça donne pas d'antécédents, mais ça laisse des traces dans les palais de justice. Et ça, ben, les employeurs le voient. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une vérification de tout ça et on vous aide à remplir les formulaires, on vous dit où aller les porter. Puis, habituellement, en dedans d'un mois, c'est fait. Puis, sérieusement, il y a des gens qui, tu sais, au niveau du logement, ça les a vraiment aidés, au niveau de l'emploi aussi. Parce que, malheureusement, les employeurs ne savent pas nécessairement comment bien vérifier les antécédents judiciaires. S'ils font eux-mêmes la vérification. Puis là, ils voient qu'il y a comme 5 entrées dans les antécédents, mais finalement, à chaque fois, c'était comme des choses qui n'avaient pas rapport ou qui n'avaient pas assez de preuves, tout ça. Donc, c'est possible de les rendre confidentielles.
Quand je vous parlais tantôt du service info, donc ça, il ne faut pas hésiter d'en abuser s'il y a des questions au niveau de la prison, au niveau du casier judiciaire et de la référence. Si vous ne savez pas vers où vous tourner, lâchez-nous un petit courriel ou un petit message sur les réseaux sociaux. On va vous référer du mieux possible. Nous, on prend le temps de bien cerner votre demande là, avant de vous pitcher à droite puis à gauche, parce qu'on sait c'est le fun pour personne là, de se faire pitcher à droite puis à gauche. Quand on a besoin d'aide, puis surtout quand on a besoin d'aide là, ça arrive assez souvent que les gens se font lancer vers nous en pensant que les organismes pensent qu'on est un cabinet d'avocats puis tout ça. Ce qu'on n'est absolument pas, on est juste des intervenants ou intervenantes. Là. Fait qu'on comprend la difficulté, fait qu'on aide vraiment les gens pour ça. On donne des ateliers. Donc, le casier judiciaire, excusez-moi, impact et recours. Donc, c'est une autre formule de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, un petit peu plus poussée, qui dure 75 minutes en général, qui s'adresse aux adultes, majoritairement, mais aussi des adolescents qui suivent l'atelier. Autant pour les milieux de travail, les intervenants, intervenantes, que la clientèle en fait d'organismes. Donc, c'est quelque chose qu'on offre. La cyberdélinquance est jeune. Donc, ça, cet atelier-là est notamment pour les jeunes, maisons des jeunes, écoles secondaires, écoles primaires, et plus pour les plus vieux, pour pouvoir parler de la délinquance, la cyberdélinquance, et tout ce qui a rapport aussi beaucoup au sexto, là, ou les envois de photos érotiques quand on est adolescent, puis les impacts que tout ça, puis l'intimidation sur le web, peut avoir sur les infracteurs, donc ceux et celles qui commettent les gestes. Donc nous, on veut mettre l'accent là-dessus parce qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des victimes, ce qui est super. Moi, j'ai rien à redire là-dessus, mais on parle peu des impacts sur la personne qui fait les gestes. Puis en sachant à quoi on s'expose si on commet tel geste, mais je pense qu'on peut prendre des choix plus éclairés. Et notre dernier atelier, c'est mes droits et la prison. Donc nous, on va rencontrer les personnes incarcérées. Là, actuellement, c'est uniquement à la prison Nord-Saint-Ville, l'établissement de détention de Québec. Leur parler de leurs droits en détention, leurs recours, lorsqu'ils sont en détention. Actuellement, c'est une belle rencontre d'une heure et demie, où est-ce qu'on apprend beaucoup de choses, où est-ce qu'on démystifie beaucoup de choses aussi, parce que on pense avoir des droits, mais en détention, c'est pas les mêmes droits qu'à l'extérieur des murs. Dans notre volet Sensi et Recherche, donc le bulletin AG, je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup plus là-dessus, j'en ai déjà parlé. Il y a du bénévolat qui est fait chez Alter Justice, je vous invite à aller voir notre page S'implique pour voir quels sont les postes de bénévolat qui sont disponibles et qu'est-ce qui vous intéresse aussi. Puis si vous avez une idée extraordinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Peut-être qu'on va l'écouter, votre idée, probablement. Moi, c'est rare que je dis non aux bonnes idées. On a des comités de travail aussi. On est actif sur les réseaux sociaux, fait que je vous invite encore une fois à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn aussi si vous voulez, et YouTube. Dans pas longtemps, il va y avoir quelques vidéos qui vont être postées là-dessus. Pour en savoir plus sur la judiciarisation et la criminalité, la justice, la réinsertion sociale, allez visiter notre site web. Petite avant-première que vous allez voir des annonces bientôt, mais on a un nouveau site web 2.0 qui va être extraordinaire dans les prochaines semaines, qui va être mis en ligne. Donc, je vous remercie énormément du temps que vous avez pris à m'écouter. Je sais que probablement j'ai parlé vite, probablement que j'ai survolé. Je parlais autant en profondeur que si vous appeliez par exemple à l'organisme ou qu'on était un face à l'autre parce que, bon, je suis en train de parler avec une caméra puis un écran d'ordinateur, fait j'ai pas beaucoup d'interaction, mais si vous avez des questions, vous avez besoin d'en savoir plus sur le sujet, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 88 522 4343 88 522 43 43. Notre nouveau numéro sans frais, le 1-833 522 43 43. 1-833 522 4343. Le info@commercialalterjustice.org ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, merci beaucoup.